Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Gosselin Maréchal, je le rappelle. C'est presque pareil. Voilà. Comment ça va, Francis? Ça va très bien. Oui, ça va très bien, surtout que j'ai du Québécois dans mon portefeuille d'investissement. Bon, oui. Puis ça a l'air que les résultats sont excellents. Ça a été très bon. Puis bon, les résultats qui sont tombés pour le groupe TVA cette semaine étaient moins reluisants. Mais quand on regarde la maison mère, il faut croire que les choses vont bien. Puis évidemment, tout ça est largement dopé. Là, en tout cas, bénéficie largement de l'acquisition de Freedom Mobile, là, qu'on rappelle là, qui a lieu, qui permet à Québécois d'étendre énormément son offre là, à l'échelle canadienne dans le domaine du mobile, de la mobilité. Donc, essentiellement, là, les revenus augmentent de presque 25% par rapport à l'année dernière, 1,36 milliard. Donc, c'est vraiment excellent pour le premier trimestre donc de 2024. Puis, un très beau bénéfice également. Fait que j'ose espérer qu'en tant que très petit actionnaire, je vais avoir le droit à un beau dividende de la part de Québécois cette année. Et puis, évidemment, donc c'est une entreprise québécoise qui s'étale ou qui s'étend dans le reste du Canada. Donc, je pense qu'il y a une cause de fierté là, par-delà le fait que ce soit ultimement eux qui sont derrière Cube. Qui payent notre décor, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Je en termes, tu sais, vraiment là, de fierté là, de nos entreprises, là, puis surtout dans un secteur de technologie, un secteur de pointe, là, on n'est pas tout à fait là, dans les ressources naturelles. Là, donc pour moi, encore une fois, une très, très bonne nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Puis je pense, là, puis Isabelle, on pourra en reparler dans les prochains mois, mais tu sais, Freedom Mobile, on n'a encore rien vu. Là, il y a vraiment des parts de marché à les conquérir. C'est vraiment une nouvelle marque qui va pouvoir vraiment s'installer davantage. Donc, ça pourrait mener à des nouveaux gains, autant de parts de marché, mais aussi de revenus et de bénéfices pour Québécois. Là, tu voulais me parler de la révolution nommée batterie en Californie. Ouais, ben c'est une image là. Je sais pas si on a la chance de la voir à l'écran, mais en tout cas, grosso modo, il y a quelques années, là, la Californie s'est lancée dans le domaine des énergies renouvelables. On sait que c'est un des États américains qui est très plus innovant, là, très innovant, mais aussi très engagé, tu sais, pour la transition donc des énergies renouvelables. Et donc l'enjeu, évidemment, comme on le sait avec l'énergie solaire, Isabelle, je te prends en partie, mais c'est que ça ne fonctionne que quand il fait soleil. Ça marche de même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, pendant la journée, la Californie, on voit les courbes, tu sais, on le voit là bien, on le voit bien. L'hydroélectricité, t'as le nucléaire, il y en a, t'as le vent, bon, qui souffle plus ou moins, mais le vent, c'est un peu plus constant quand même que le soleil, qui lui est comme on ou off. Et donc, en plein milieu de journée, on a cette quantité phénoménale d'énergie solaire. Le problème, c'est qu'en plein milieu de journée, les Californiens ne consomment pas tant d'énergie que ça, parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils sont à l'extérieur, etc. La pointe, comme on en parle souvent même au Québec, la pointe survient au retour à la maison. Exact. On cuisine, on prend sa douche, on fait du lavage, on fait plein de choses qui prennent énormément d'énergie. Et donc, cette pointe-là, comme souvent le soleil était couché, mais on la compensait comment? Avec des énergies non renouvelables. Donc, avec d'énergie, essentiellement le gaz et de l'importation énergique. Des énergies fossiles qui sont donc... exactement. Dont on veut se débarrasser. Et donc, ce qui est vraiment intéressant pour moi, Isabelle, c'est que là, donc, on sait, avec les voitures électriques et tout ça, on en parle beaucoup des batteries, mais les batteries, ce n'est pas que pour ça. Il y a carrément en Californie aujourd'hui des immenses parcs, c'est comme un peu des conteneurs, là, si tu veux empiler les uns par les autres, qui sont des batteries, là, dans le fond, dans un espace d'enclos, et qui permettent de pousser de l'énergie sur la grille donc californienne et de emmagasiner tout au long de la journée pendant qu'il fait soleil de l'énergie et de l'utiliser juste pour prolonger. J'allais te demander, il n'y a pas moyen de l'utiliser, de la mettre en boîte quelque part, cette énergie solaire de l'après-midi. C'est exactement ce que fait la Californie. Et donc, c'est très intéressant parce que ce que ça vient faire, c'est que ça réduit énormément le besoin d'énergie non renouvelable parce que ça permet de prolonger, dans le fond, cette période-là pendant laquelle on utilise l'énergie renouvelable. Mais c'est un article intéressant du New York Times auquel tu fais référence, puis qui dit que depuis 2020, comme tu dis, la Californie a installé plus de batteries géantes partout dans le monde, à part en Chine, là, où il y en a beaucoup, là, mais c'est dans le reste deuxième du monde, effectivement. C'est quand même impressionnant. Et je me pose la question, parce que pour nous, ça serait bon. Au Québec, j'y arrivais. On a des belles journées ensoleillées l'hiver, tu sais. J'y arrivais au Québec, évidemment. On a cet enjeu où on a une pénurie là, qui va venir. Actuellement, on comble à peu près nos besoins, mais il y a une pénurie. Puis tu sais, Isabelle, l'hiver en particulier, il y a des pointes là où on demande à la grille à peu près
42 000 mégawatts, là, juste pour donner un ordre de grandeur. Ce que cette capacité-là installée en Californie permet de faire, c'est 7 000 mégawatts. Donc, c'est 1/6 de la capacité de tout le Québec. Là. C'est pas vraiment pas négligeable. Et si on pouvait, encore une fois, développer cette technologie-là, commencer à y réfléchir ici, évidemment, l'enjeu principal en est un de coût. Hein, tu peux t'imaginer. Et la différence entre la Californie et le Québec, et je vais remarteler ce clou-là qui me tient bien à cœur, c'est qu'en Californie, la tarification, elle est dynamique. Ce qui veut dire qu'entre 5h et 8h, là, les heures là, où le kilowatt, il est pas, comme chez nous, 8 cents ou 10 cents, il est 20 cents. Donc, évidemment, tu as vraiment un incitatif à ce que l'énergie soit disponible. Puis donc, ça fait qu'à 20 cents, la logique d'acheter des batteries et de les mettre en service est pas mal plus facile à légitimer que si, comme chez nous, la grande majorité de la population n'a pas la tarification dynamique. Donc, on continue à brûler essentiellement. Puis on a beau dire aux gens, utilisez pas votre lave-vaisselle à 5h30, 6h de l'après-midi du soir. Faites-le vraiment plus tard. Les gens, s'ils n'ont pas de bonus-malus d'une certaine façon, si ça leur fait pas mal sur le portefeuille, ils vont faire burger. Je vais le partir quand j'en ai besoin. Donc fait qu'on va y venir sans doute. Tu as tout à fait raison, Isabelle, qu'il y a quand même des limites à la sensibilisation. Puis bon, M. Fitzgibbon a essayé de faire aussi, mais ça a toujours été accueilli un peu par une autre chose. Moi-même, je suis grand fan de la tarification dynamique. Je suis un des premiers abonnés de ces systèmes-là chez Hydro-Québec. Et puis bon, évidemment, toute la journée, je chauffe la maison comme je veux, mais évidemment, entre telle heure et telle heure, j'adopte un comportement. Puis combien t'as économisé? M'a posé une question que Mario Dumont m'avait posée. Quand je lui vantais, j'ai une maison unifamiliale, fait que ça me coûte, disons, 3 000 $ à peu près par année d'électricité. Et j'ai sauvé l'an dernier 240 $, ce qui est quand même pas rien. C'est une bonne. Mais je te dis, ma blonde. Faut pas manquer du tout. T'inviteras ma blonde, là, elle va te dire, c'est un peu traumatisant. Puis, tu sais, des fois, quand c'est 2-3 jours de suite, on vient tanner, là, tu sais, de manger des pâtes froides. Écoute, moi, je le fais aussi à mon bureau. Je te fais une petite tranche de vie. Non, mais tranche de vie, parce que je suis aussi quelqu'un qui s'intéresse à ces choses-là. Pâtes froides. Pâtes froides et où, savais-tu, parce que c'est la mode actuellement, un air fryer. Ah oui, t'as ça chez vous? Ça marche sur le 110. Hein? Fait que je sais pas si les gens ont déjà fait le calcul, mais un air fryer, ça consomme une fraction de ce que le four consomme. Moi, je résiste à la folie du air fryer. Fais-le, je te jure. Moi, je déteste. Moi, j'ai un petit toc, là. Je déteste avoir des bébelles sur mon comptoir. Si je pouvais tout mettre ça ailleurs, il y a trop d'affaires. Il y en a des petits air fryers. Oui, mais quand même. Et surtout, ça consomme une fraction de l'énergie d'un four et ça donne, évidemment, là, je ne veux pas faire une critique gastronomique, mais ça donne de la très bonne bouffe. Et donc, quand tu es dans cette période-là, d'utiliser l'air fryer, ce soir, on va air fryer au lieu de mettre dans le four, ça permet d'économiser et de se plier un peu à tout ça. Donc, t'es un partisan du air fryer. Ah, ben écoute, puis ma blonde, elle était très, comme toi, un autre picossin sur le comptoir. Elle était très sceptique. Et encore une fois, il faudra l'inviter à l'émission. Ma blonde, elle ne jure que par ça. Donc, c'est vraiment l'essayer, c'est l'adopter, Isabelle. J'allais te raconter quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah oui! C'est que, tu sais, on parlait de couper le chauffage. Oui. Moi, je fais geler tout le monde. Oui, c'est ça, voilà, exact. Non, mais il faut monter un peu avant. C'est ça la technique, tu comprends? Comme moi, là, mettons, entre 3 et 4,5, là, je chauffe plus. Fait que je mais peux là, monter si tu mets à 24, là, tu perds les bénéfices. Non, mais je veux dire, je monte à 21, puis là, évidemment, quand j'arrête tout, ça baisse, puis finalement, souvent, à la fin de la période, il fait 19, ce qui est comme pas, personne met son manteau, mais c'est sûr que c'est un peu plus froid. Moi, j'ai du monde frileux, faut croire. Ouais. Puis après, vous avez d'autres systèmes, comme un foyer, évidemment, ceux qui habitent peut-être à la campagne, là, on peut mettre une bûche dans le feu, on peut faire d'autres manières de réchauffer la maison. Habites-tu à la campagne, toi? J'ai un chalet, puis on fait des beaux grands feux pendant cette période. Il y en a qui vont dire que c'est pas très écologique, les feux. Non, mais là, écoute. Les feux avec du bois. On a gagné. Ça donne des émissions dans l'air. On peut plus rien faire. À ce jeu-là, on a-tu encore 2 minutes, Isabelle? On va le prendre. Parce que j'ai un auditeur, qui nous écoute. Ah, là, en plus, c'est pour donner la parole à un auditeur. C'est pour donner la parole. Je vais le saluer. Il s'appelle Nicolas Viezo. Salut, Nicolas. C'est un ingénieur, ou en tout cas quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'ingénierie. Il m'a écrit ce matin, il m'a dit hier... T'as-tu dit une niaiserie, puis Nicolas te corrige? Semi-niaiserie, mais hier, on a parlé de la richesse des Québécois. Puis là-dessus, il m'a donné raison. Mais sur... Il a dû quand même être d'accord avec mes arguments. À la fin d'entrevue, on a parlé de R&D, tu te rappelles? Puis je disais, c'est la manière de s'assurer de la richesse des prochaines années, d'investir en recherche et développement, en études. Puis il n'est pas d'accord avec ça, Nicolas? Il m'a envoyé carrément un lien de l'Institut de la statistique du Québec. Et en fait, tu seras heureuse d'apprendre, je pense, que si on imagine les 40 prochaines années, le Québec, en proportion de notre PIB, depuis 2012, on est la province qui fait le plus de R&D au Canada. Plus que l'Ontario, plus que la Colombie-Britannique. Donc,
tout à fait le contraire de ce que j'ai dit hier à l'antenne. Et donc, j'ai dit... Toi, tu disais, il faudrait qu'on en fasse plus. Puis je disais, le Québec est un peu pas bon. Là, j'avais l'impression, Isabelle, que l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique étaient devant nous en matière d'investissement à R&D par rapport au Québec. C'est l'opposé. Et donc, j'ai échangé avec Nicolas, là, on a chatté longuement ce matin, et je lui disais, mais il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc, Isabelle, je suis allé voir, je me suis intéressé, par exemple, à est-ce que c'est la part peut-être du privé? Parce qu'on sait, au Québec, l'État est très interventionniste en R&D, on a les grappes industrielles de l'aéronautique, les jeux vidéo. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, le Québec est très devant, mais c'est parce que c'est plein d'argent public. Et donc, j'ai fouillé essentiellement l'Ontario, mais dans ces chiffres-là, 56% du budget de R&D de l'Ontario est privé contre le reste public. Le Québec est à 55, donc juste derrière. Okay. Et ce sont les deux provinces loin devant tous les autres. L'Ontario est à 51%, la Colombie-Britannique à 49%. Et la moyenne canadienne est à 51%. Donc, essentiellement, même si on regarde l'investissement privé en R&D, le Québec là, est dans le peloton de tête là, à égalité pratiquement avec l'Alberta. Donc, en tout cas, mea culpa, là, c'est une impression que j'avais. Je me suis basé, je ne sais pas sur quel chiffre, mais c'est parfait que tu reviennes là-dessus. Puis, gars, on se couche moins niaiseux. Exactement. C'est parfait. Hey, on salue Nicolas et tout. Et il faut continuer ça, tout à parce fait. que je réitère ce que je disais hier. Pour moi, c'est 2,3% du PIB québécois qui est mis à chaque année à R&D, et maintenir ces niveaux-là d'investissement à R&D en innovation, c'est ce qui veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants vont être plus riches parce qu'on va développer les produits et les services de la net. Fait que go Québec. Là, et ça crée ça nous permet de trouver des nouveaux médicaments, trouver des nouvelles façons de faire, trouver des... Et de les vendre partout sur la planète. Tu comprends? Parce que ceux qui font cette recherche-là, c'est non seulement un rapport économique, mais on devient les leaders mondiaux versus des pays qui font aucune ou très peu de recherche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les produits que ceux qui ont fait de la R&D dans le passé ont développé et commercialisé. Ben écoute, ça fait notre journée. Donc, voilà. Tu vois? On lève notre chapeau. On chiale souvent, là. Tu sais que chialer, c'est le luxe de ceux qui vont bien. Eh oui, effectivement. En tout cas, on se revoit demain, Isabelle. Bien, certainement. Merci beaucoup, Francis.